Vous connaissez peut-être cette sensation étrange, une discussion banale, presque insignifiante, rien d'agressif, rien de clairement accusateur. Et pourtant, quelques minutes plus tard, vous vous sentez lourd, comme si quelque chose pesait sur votre poitrine. Vous repassez la scène dans votre tête. Vous cherchez la phrase maladroite que vous auriez pu prononcer, le ton légèrement trop sec, l'expression de votre visage qui aurait pu être mal interprétée. Personne ne vous a explicitement reproché quoi que ce soit. Personne ne vous a dit que vous aviez mal agi, mais vous vous sentez coupable. Et plus vous y pensez, plus cette culpabilité semble logique, comme si elle allait de soi, comme si le simple fait que l'autre se sente mal suffisait à prouver que vous êtes en faute. Ce phénomène est profondément humain. La culpabilité est une émotion sociale essentielle. Elle permet la réparation, la cohésion, l'ajustement aux normes collectives. Sur le plan évolutif, elle a une fonction adaptative. Elle favorise la coopération et limite les comportements nuisibles. Le problème n'est donc pas la culpabilité en soi. Le problème surgit lorsqu'elle se déclenche en l'absence d'une réelle responsabilité, lorsqu'elle devient une réaction automatique face au malaise de l'autre, indépendamment de vos actes. Dans les relations, certaines dynamiques déplacent subtilement la charge émotionnelle. L'un exprime une déception, une frustration ou une distance, mais sans identifier clairement sa propre part dans ce qu'il ressent. L'autre, face à ce flou, cherche à comprendre. Et comme le cerveau humain déteste l'incertitude, il cherche une cause. Très souvent, la cause la plus accessible, la plus immédiate, c'est soi-même. S'il est distant, c'est que j'ai fait quelque chose. Si elle est contrariée, c'est que j'ai manqué d'attention. Cette logique semble raisonnable. Elle est même valorisée socialement. Se remettre en question est souvent perçu comme un signe de maturité. Mais lorsque cette remise en question devient systématique, asymétrique et unilatérale, quelque chose se déséquilibre. La psychologie sociale a longuement étudié les mécanismes d'attribution. Lorsque nous cherchons à expliquer un événement, nous oscillons entre des causes internes et des causes externes. Or, dans les relations affectives, il existe une tendance marquée à internaliser la responsabilité des émotions d'autrui. Si quelqu'un que nous aimons souffre, notre premier réflexe est souvent de nous demander ce que nous aurions pu faire différemment. Ce réflexe est amplifié chez les personnes ayant développé un attachement anxieux. Dans ce style d'attachement, la sécurité du lien est fragile. La moindre variation émotionnelle chez l'autre est interprétée comme un signal de menace. Le cerveau s'active, l'amygdale déclenche une alerte et la recherche de réparation commence. Mais toutes les culpabilités ne sont pas spontanées. Certaines sont induites, non pas par une accusation directe, mais par une mise en scène implicite de la souffrance, un soupir appuyé, un silence prolongé, une remarque du type « ce n'est pas grave, laisse tomber ». Ces expressions ne désignent pas explicitement une faute, mais elles suggèrent qu'il y en a une. Elles créent un vide interprétatif que vous remplissez vous-même. La personne qui les utilise n'a pas besoin de dire « tu m'as blessé ». Il suffit qu'elle montre qu'elle est blessée. Le lien s'établit dans votre esprit. Il est important ici de distinguer l'expression authentique d'une émotion et la culpabilisation relationnelle. Exprimer sa tristesse ou sa frustration est sain. Mais lorsque l'expression d'une émotion s'accompagne d'un retrait, d'un flou ou d'une absence de clarification, la responsabilité émotionnelle peut se déplacer. L'autre devient celui qui doit comprendre, réparer, anticiper, ajuster. Progressivement, il intègre l'idée que l'équilibre relationnel dépend principalement de sa vigilance. Dans le quotidien, cela peut prendre des formes très ordinaires. Dans un couple, l'un peut dire « tu fais comme tu veux » avec une tonalité qui suggère le contraire. L'autre ressent immédiatement une tension. Il change ses plans. Il renonce à ce qu'il avait prévu.
Personne n'a interdit quoi que ce soit, mais la culpabilité a joué son rôle. Au travail, un collègue peut laisser entendre qu'il est débordé après que vous avez refusé de l'aider, sans formuler de reproches directs. Vous repartez avec la sensation d'avoir été égoïste. Dans une famille, un parent peut évoquer ses sacrifices passés lorsqu'un enfant prend une décision autonome. Le message n'est pas explicite, mais la culpabilité s'installe. Ce déplacement de responsabilité repose sur un mécanisme cognitif simple, la confusion entre responsabilité émotionnelle et responsabilité comportementale. Vous êtes responsable de vos actes, mais vous n'êtes pas responsable des émotions de l'autre en tant que tel. Les émotions naissent d'une interaction entre un événement et une interprétation. Deux personnes peuvent vivre la même situation et ressentir des choses différentes. Lorsque vous assumez systématiquement la charge émotionnelle d'autrui, vous effacez cette distinction fondamentale. Sur le plan neurologique, la culpabilité active des circuits liés à l'empathie et à la douleur sociale. Elle pousse à réparer pour soulager la tension interne. Si, à chaque malaise relationnel, la réparation passe par votre ajustement unilatéral, votre cerveau apprend ce schéma. Il anticipe la culpabilité avant même qu'elle ne soit formulée. Cette anticipation peut devenir automatique. Vous vous excusez avant qu'on ne vous reproche quoi que ce soit. Vous modifiez votre comportement pour éviter une réaction potentielle. Vous devenez hyper vigilant. Il est essentiel de comprendre que cette dynamique ne repose pas toujours sur une intention consciente de manipulation. Beaucoup de personnes déplacent inconsciemment leur malaise sur l'autre parce qu'elles ont appris que leurs propres émotions étaient trop lourdes à porter. Dans certains environnements familiaux, exprimer directement un besoin était risqué. La plainte indirecte, la victimisation subtile ou le silence chargé sont devenus des moyens d'obtenir de l'attention sans confrontation. À l'âge adulte, ces stratégies peuvent se reproduire sans réflexion consciente. Cependant, l'effet sur la personne qui internalise la culpabilité reste réel. À long terme, elle peut développer un sentiment chronique d'insuffisance. Elle doute de sa perception, elle se demande si elle est trop exigeante, trop indépendante, trop distante. Elle ajuste ses choix en fonction de la réaction anticipée de l'autre. Son espace psychologique se réduit. Il existe aussi un lien entre la culpabilisation répétée et la construction de l'estime de soi. Lorsque l'on grandit dans un contexte où l'on se sent responsable de l'équilibre émotionnel des autres, on développe souvent une identité centrée sur la réparation. Être celui qui comprend, celle qui apaise, celui qui évite les conflits devient une valeur personnelle. Le problème apparaît lorsque cette valeur devient exclusive. L'individu n'existe plus que dans l'ajustement. Il peut être troublant de réaliser que l'on culpabilise sans raison objective, parce que la culpabilité donne une illusion de contrôle. Si je suis en faute, je peux corriger. Si je suis responsable, je peux agir. Reconnaître que l'autre est responsable de ses propres émotions peut provoquer un sentiment d'impuissance. Cela implique de tolérer l'idée que l'on ne peut pas tout réparer. Dans certaines interactions, la culpabilisation devient un outil de régulation du pouvoir. Celui qui exprime son malaise sans le clarifier garde une position centrale. L'autre tourne autour, cherche, s'ajuste. Ce déséquilibre est souvent invisible. Il ne repose pas sur des interdictions ou des menaces. Il repose sur un climat où l'un porte davantage la charge émotionnelle. Déconstruire cette dynamique demande d'abord une prise de conscience. Se poser une question simple mais exigeante. Ai-je réellement fait quelque chose de contraire à mes valeurs ou est-ce que je me sens responsable d'une émotion qui ne m'appartient pas ? Cette distinction ne vise pas à nier la souffrance de l'autre, mais à rétablir une frontière psychologique. L'empathie ne signifie pas absorption. Il peut également être utile d'observer la réciprocité. Dans la relation, la responsabilité émotionnelle est-elle partagée ? Lorsque vous exprimez un malaise, l'autre s'interroge-t-il aussi sur sa part ? Ou bien êtes-vous systématiquement celui qui s'ajuste ? La répétition du schéma est un indicateur plus fiable que l'épisode isolé. Il est aussi important de déconstruire une idée reçue. Être empathique ne signifie pas être coupable. Vous pouvez comprendre la tristesse de quelqu'un sans en être la cause.
Vous pouvez respecter la déception d'un proche sans renoncer à votre décision. Cette nuance est difficile à maintenir lorsque la relation repose sur une forte dépendance affective, mais elle est centrale pour préserver l'équilibre psychologique. À mesure que l'on développe cette lucidité, un inconfort peut apparaître parce que certaines relations reposaient précisément sur cette dynamique implicite. Modifier votre position peut provoquer une réaction. L'autre peut se sentir déstabilisé si vous ne répondez plus à la culpabilisation par un ajustement immédiat. Ce moment est délicat. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de retrouver une responsabilité partagée. En fin de compte, la culpabilité injustifiée agit comme un brouillard intérieur. Elle obscurcit la perception de soi. Elle transforme chaque tension en preuve de faute personnelle. Pourtant, dans une relation mature, les émotions circulent sans être assignées. Chacun peut exprimer son ressenti sans que l'autre en devienne automatiquement responsable. La différence entre une culpabilité saine et une culpabilité induite réside dans la clarté et la réciprocité. Peut-être que la véritable question n'est pas « pourquoi je me sens coupable ?», mais « qui porte réellement la responsabilité émotionnelle ici ?» Et si vous commenciez à observer, sans accusation ni justification, dans quelle situation votre culpabilité surgit et si elle repose sur des faits ou sur un climat implicite. Parce qu'entre empathie et auto-effacement, la frontière est fine. Et comprendre cette frontière, c'est déjà commencer à reprendre votre espace intérieur.